Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo après une vidéo par jour du mois d'octobre. Je sais pas trop ce que ça va donner pour la luminosité parce que vous vous en doutez, nous sommes en automne, ça y est, l'automne est officiellement arrivé, ça fait des semaines que je l'attends, donc non, je ne vais pas râler parce que l'automne est là. Par contre, une tempête ce week-end, c'était pas non plus nécessaire, vous voyez, mais je tourne cette vidéo le matin où la tempête est prévue. Voilà, la tempête arrive ce soir chez moi, la tempête Domingo, un truc comme ça, du coup il pleut, et globalement il fait gris, mais c'est pas trop mal. J'ai déjà tourné notamment un book haul quand la luminosité était pire que ça, donc je me suis dit que ça allait aller, et puis de toute manière, comme je travaille maintenant, je peux pas décaler le tournage à lundi ou mardi. Si je décale, c'est d'une semaine. Et donc la sortie de la vidéo serait décalée d'une semaine aussi pour vous. Et j'ai fait mon planning de vidéo jusqu'à peu près la fin de l'année. Et j'avoue que j'ai pas très envie de tout décaler, juste parce que il fait un peu moche aujourd'hui. Donc, on va tourner comme ça. Je vous préviens aussi, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui croiraient que je me suis soignée entre temps, ce qui n'est pas le cas, je tousse toujours et donc ma voix risque de partir légèrement en couille dans cette vidéo de temps en temps. Voilà, je vais couper comme dans les dernières vidéos que j'ai tournées, hors vlog évidemment, tous les moments où je tousse. Il n'empêche que ma voix risque de dérailler. Ah, voilà, c'est ça le terme poli, sans gros mots, que je cherchais. Voilà, je vous préviens. Bref, aujourd'hui donc, vous l'avez vu, c'est un update lecture. Est-ce une surprise? Je ne pense pas, puisque j'ai un retard monstrueux en update lecture. Je vais vous parler des livres que j'ai lus début octobre, c'est-à-dire il y a un mois, voire même plus d'un mois au moment où sort cette vidéo, c'était le moment, enfin c'est la semaine où j'ai fait 7 jours 7 livres parce que à ce moment-là je ne travaillais pas encore. Donc j'ai 4 livres à vous montrer et ça ne va même pas couvrir la première semaine d'octobre. Écoutez, c'est comme ça. Bref, on y va. Le premier, c'est donc Gaspard de Paris, le tome 2, L'attaque des automates de Paul Thiès et Benjamin Strickler. J'avais lu le tome 1 au mois de septembre et j'ai adoré le tome 1 et j'ai adoré ce tome 2. Ici donc, en fait, dans cette saga, on suit Gaspard qui vit, je ne saurais pas trop situer les années. Je dois bien avouer parce qu'en plus c'est pas quelque chose qu'on étudie spécialement à l'école et même si c'était le cas, les années où tu étudies ce genre de truc, ça commence à dater pour moi, hein. Je pense que tu étudies ça, tu dois étudier ces années-là au collège ou un truc comme ça, voire même avant. Enfin bon, bref, en tout cas on est à une époque où les enfants travaillent. Ça pose le ton, ça vous donne une idée. Fort heureusement, c'était il y a très longtemps. En tout cas pour ce qui est de la France, et ici on est sur une histoire qui se passe donc à Paris. Voilà, et donc Gaspard est un orphelin, il a quitté l'orphelinat pour rejoindre un maître, comme ça se faisait à l'époque. La plupart des maîtres ne sont pas très gentils et sont un peu brutaux avec les enfants qu'ils accueillent, parce que en fait ils les accueillent pas parce qu'ils ont envie d'avoir un enfant ou pas pour s'en occuper, ils les accueillent pour que le gamin il travaille pour eux en fait, c'est le seul objectif. Mais il se trouve que Gaspard est tombé sur un maître plutôt gentil, et en gros son rôle c'est d'aider son maître dans sa petite boutique. Il a une petite boutique d'antiquaire, d'antiquité, je ne sais pas c'est quoi la différence, mais bref, voilà. Sauf que la boutique ne marche pas très bien, et donc Gaspard devient dans le tome 1 ramoneur. Voilà, et donc il se balade sur les toits de Paris pour ramoner les cheminées des gens. Et ici donc c'est le tome 2, dans ce tome 2 son maître va disparaître, ou plus précisément être enlevé par des gens a priori pas très sympathiques, on s'en doute, et Gaspard va essayer de retrouver son maître, comprendre ce qui s'est passé, sauf que évidemment, si son maître a été enlevé, c'est pour de bonnes raisons, selon les gens qui l'ont enlevé évidemment, et les gens qui l'ont enlevé, comme je l'ai dit, ne sont pas très commodes et pas très fréquentables, et c'est dangereux pour des enfants. Donc Gaspard n'est pas tout seul, il est accompagné de son meilleur ami qui est apprenti boulanger, et de deux personnages qu'il a rencontrés dans le tome 1, donc une gargouille et une jeune fille, une gargouille vivante qui parle. Voilà, vraiment j'adore cette saga, je trouve les personnages vraiment très chouettes, l'univers est vraiment très chou. Ici il y a un peu plus de développement sur les personnages secondaires. Dans le tome 1 on était vraiment concentré sur Gaspard, et son maître est un personnage secondaire, du coup il a disparu, donc on se concentre sur lui. On a aussi toute une histoire avec son meilleur ami qui n'était pas vraiment présent dans le tome 1, qui était juste cité on va dire. Vraiment j'adore cette saga. Comme dans le tome 1 on a des illustrations en
monochrome comme ça. Donc le tome 1 est bleu, donc les illustrations sont bleues, et ici c'est plutôt jaune-orange. Vraiment je trouve ça très très chouette. J'avoue que là, un mois plus tard, je me rappelle pas vraiment en détail de l'histoire, mais je suis quand même capable de la résumer et de me rappeler comment ça se termine et qu'est-ce qui se passe et tout. Il me semble que j'ai passé une commande sur Gibert, j'ai enfin réussi à trouver le temps de commander des livres, je voulais le faire depuis des semaines, mais bref, il me semble que j'ai pas trouvé le tome 3, je sais pas s'il est sorti le tome 3. Ce tome 2 est sorti en 2020, donc dans la logique, on devrait déjà avoir le tome 3. J'arrive pas à me rappeler si je l'ai trouvé ou pas, parce que j'ai cherché plein de suites de sagas jeunesse comme ça que j'avais commencé au mois de septembre ou au mois d'octobre. J'en ai trouvé certaines et j'en ai pas trouvé d'autres. Donc je ne sais plus, mais peut-être que je l'ai trouvé le tome 3, peut-être pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je veux lire le tome 3 et je veux continuer cette saga parce que je la trouve très chouette. Ensuite, j'ai lu Société protectrice des monstres, le tome 5, La bataille des zombies de Matthew Morgan, David Sinben et Guy McDonald. Je dois avouer que j'adore cette saga et je suis dégoûtée parce que à la fin de ce tome, c'est marqué... attendez, je vais vous lire exactement ce qu'il y a écrit. C'est marqué fin, 3 petits points, pour l'instant, comme dans les 4 précédents, sauf que, à ce jour, il n'y a pas de tome 6. Ou alors, je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas ce que c'est, il faudrait que... je ne sais pas. C'est ça, achevé d'imprimer en 2011. Donc logiquement, si tome 6 il y a, il devrait déjà être disponible, mais je sais pas c'est quoi le titre, je sais pas, je n'ai pas réussi à le trouver encore. Je vais retourner les fins fonds d'internet pour le trouver, parce que, a priori, les auteurs, en tout cas, avaient prévu d'écrire un tome 6, alors peut-être qu'ils l'ont jamais fait. Je ne sais pas, mais j'avoue que si c'est pas le cas, je suis triste. Enfin, s'il n'y a pas de tome 6, je suis triste. Bref, dans cette saga, on suit donc Ulf, qui est un petit loup-garou qui vit à la Société protectrice des monstres. Et c'est un espèce de grand domaine avec un manoir qui sert de recueil pour les animaux. Il y a des animaux fantastiques qu'on connaît déjà, comme les loups-garous. Il y a aussi un géant, il y a une gargouille, il y a une fée. Il y a des animaux fantastiques créés par les autres auteurs ici, jamais vus nulle part ailleurs. Et il y a parfois des détournements d'animaux connus. C'est-à-dire qu'on part d'un animal qui existe, ça n'existe pas, mais je vais prendre un exemple, genre une vache à 2 têtes. Oui, ce genre de truc. Elle n'existe pas, la vache à 2 têtes dans l'univers, c'est juste un exemple. Bref. Et donc, Ulf aide la vétérinaire de la Société protectrice des monstres à recueillir les animaux, les soigner et parfois les relâcher dans la nature quand c'est possible, ou alors leur faire un enclos pour eux, pour leurs besoins, parce que c'est pas possible de les relâcher dans la nature. Et dans chaque tome, on suit Ulf et donc tous ses amis qui partent en général en mission et donc qui quittent en général la Société protectrice des monstres. J'ai lu ce tome-là tout début octobre. Pour Halloween c'était parfait, vraiment. Alors moi je l'ai lu un petit peu trop tôt par rapport à Halloween, et vous, cette vidéo sort un petit peu trop tard par rapport à Halloween, mais vraiment pour une ambiance Halloween, c'est le meilleur tome de la saga, puisque ils sont appelés par... comment ça s'appelle? Attendez... C'est ça, en fait je pensais que ça avait un autre nom, mais non, c'est juste marqué château hanté. En gros, pas très loin de leur manoir et de leur domaine, il y a un château hanté qui a été laissé quasiment à l'abandon, mais surtout aux soins des fantômes. C'est un château peuplé uniquement de fantômes. Il y a juste, je crois, un être vivant, qui n'est pas un humain, mais je sais plus trop ce que c'est, qui est là pour s'assurer que les fantômes vont bien, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de soucis, et pour, si jamais il y a un souci, contacter quelqu'un, puisque les fantômes ne peuvent pas. Et au début de ce tome, c'est ce qui se passe. Cette personne contacte la vétérinaire pour lui dire « Il y a un souci avec les fantômes, faudrait que vous veniez voir. » Et donc, on se retrouve dans ce château hanté. Franchement, pour Halloween, c'est absolument parfait. Donc avec Ulf et la vétérinaire, ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive aux fantômes, qu'est-ce qui se passe et comment on peut les aider, parce que les fantômes sont un peu, c'est comme s'ils étaient malades, vous voyez. Voilà, donc on est de ça. Alors, il y a aussi des zombies comme le titre l'indique, mais vraiment on est dans une ambiance pour une bonne moitié du tome de château hanté quoi. C'est vraiment vraiment cool. Et donc après il y a des zombies, donc des morts qui reviennent à la vie. C'est vraiment vraiment ultra chouette. J'ai adoré ce tome là. J'ai presque envie de dire que c'est mon préféré de la saga. Mais j'ai adoré toute la saga et il faudrait vraiment que je prenne la peine de relire les titres au moins des tomes précédents pour savoir... Ah bah attendez, ils avaient été écrits par là. Ouais, en vrai j'ai aimé tous les tomes, parce que le tome 1 c'est Loup-garou contre dragon, le tome 2 c'est Sauvons les monstres, le tome 3 c'est Alerte au troll, et le tome 4 c'est Le vampire de la jungle que j'ai lu au mois de septembre. J'adore cette saga, vraiment je la trouve très chouette, et puis en plus les
les livres sont en hardback sans jaquette et c'est aussi pour ça que je préfère les hardbacks jeunesse aux hardbacks young adulte qu'on a de plus en plus collecteur bidule machin en ce moment, parce que dans les hardbacks jeunesse à 95% du temps il n'y a pas de jaquette, alors que dans les hardbacks young adulte c'est inverse, à 95% du temps il y a une jaquette et moi j'aime pas les jaquettes, donc en fait j'enlève toujours la jaquette. Du coup si en dessous de la jaquette le livre n'a rien, tu vois, ça m'intéresse pas parce que moi je vais pas garder la jaquette de toute façon. Donc là c'est vraiment cool, là vraiment le dessin est sur le hardback, je trouve ça hyper chouette. Ensuite j'ai lu Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices de Rupert Kingfisher et j'avoue que j'ai été un petit peu déçue par ce livre. Je suis pas sûre de lire la suite parce que c'est un tome 1. Alors je pense que c'est plutôt des tomes compagnons, je dirais, que vraiment une saga à suivre. Mais ouais, j'ai été un petit peu déçue par ce tome-là. En gros, on suit Madeleine, comment elle s'appelle, Madeleine, qui doit avoir, je sais pas, je dirais 9-10 ans par là, et qui travaille dans le restaurant de son oncle. Elle rêve de devenir cuisinière en fait, c'est son métier, c'est ça qu'elle veut faire dans la vie. Elle est plutôt douée pour ça depuis qu'elle est petite, elle fait de la pâtisserie, elle cuisine et tout, enfin vraiment elle fait des plats quoi. Elle n'a pas le droit de cuisiner dans le restaurant de son oncle. Son oncle ne la laisse pas cuisiner, donc elle est repoussée, je sais pas comment, j'ai perdu mon mot, mais elle est cantonnée, c'est ça le mot, à la plonge. Ce qui n'est pas passionnant quand tu travailles dans un restaurant. Alors, dans la logique des choses, il faut commencer quelque part, tu vois, et elle a que 10 ans, mais bon, ça la saoule un petit peu de faire ça. Et au début de ce livre-là, donc déjà, son oncle est décrit comme un connard, c'est un petit peu fort, parce qu'on est quand même en jeunesse, mais comme un mec qui n'a pas de... qui n'a pas de bon goût, on va dire ça comme ça, et qui est vraiment détestable avec ses employés et qui se comporte vraiment très mal. Et il lui demande d'aller racheter du... Non, il faut qu'elle aille racheter du pâté. Parce qu'il n'y en a plus, c'est un pâté immonde et dégueulasse, mais c'est le pâté que son oncle adore et sert tout le temps dans son restaurant, donc il en faut absolument. Donc elle doit aller acheter du pâté, sauf qu'elle ne veut pas acheter le pâté. En chemin, elle découvre donc la petite boutique de Madame Pamplemousse qui est une épicerie et elle rentre dedans et elle va utiliser l'argent pour acheter autre chose. Et donc c'est un petit peu la catastrophe puisqu'elle n'a pas acheté ce qu'il fallait acheter. Et donc on va suivre ça avec cette petite épicerie un petit peu mystérieuse, un petit peu chelou, un petit peu magique et cette petite fille qui rêve de devenir cuisinière, vraiment. C'était sympa mais c'était pas ouf du tout. Vraiment, en fait, il m'a manqué, je sais pas. J'ai pas vraiment accroché avec le personnage principal, donc qui est Madeleine. L'univers est assez survolé, mine de rien. Les personnages sont extrêmement stéréotypés. Et tout ça, ce sont des choses qui ne me dérangent pas forcément en jeunesse. Mais le tout et la manière dont c'est fait, je sais pas. Il m'a manqué quelque chose. Vraiment, c'était pas... C'est pas ce que j'aime réellement en jeunesse. On a quelques petites illustrations comme ça. Ouais, il n'y a pas de grandes illustrations, il y a des petites comme ça, c'est chouette. Mais ouais, je sais pas, il m'a manqué quelque chose pour vraiment kiffer l'univers et vraiment être à fond dedans. Je sais pas quoi exactement. C'est pas pour autant mal écrit ou mal construit ou mal quoi que ce soit, tu vois. C'est juste que ça ne l'a pas fait. Et au milieu de toute ma semaine de 7 jours, 7 livres, j'ai quand même lu que de la jeunesse sur cette semaine-là. J'avoue que c'était un petit peu ma décision de la semaine. Donc voilà, je ne sais pas. Je vais garder ce livre-là en attendant. Je ne sais pas si je tenterai le tome 2 ou pas. Peut-être que le tome 2 sera mieux et que je vais quand même le tenter parce que j'ai quand même été au bout du bouquin, ce qui est déjà pas mal en soi, puisque si vraiment ça me plaît pas, j'abandonne le bouquin. Vous le savez si vous suivez ma chaîne et mes updates. J'ai aucun problème à abandonner un bouquin, même un livre jeunesse qui fait 126 pages. Vous voyez? Donc là j'ai quand même été au bout. Du coup, peut-être que je tenterai quand même le tome 2. Je ne sais pas. Et le dernier livre pour cette update, c'est Les Dragons Étincelants, Dragon Girls, le tome 2, Emma. Le Dragon d'Argent de Madi Mara. J'ai adoré le tome 1 que j'ai lu en septembre et j'ai adoré ce tome 2. C'est vraiment très chouette. Ici, on est sur voilà, à partir de 7 ans. Vraiment. Et tu peux même le lire toi-même à des enfants plus jeunes. C'est vraiment très cool. Moi, j'aime beaucoup cette saga. Alors, j'ai pas beaucoup d'exigences pour les sagas comme ça. Ma seule exigence, c'est d'avoir un univers assez chouette, pas trop de lenteur au début de l'histoire,
et quelque chose quand même qui tient un minimum la route, même si on est en jeunesse. Vous voyez, il y a des facilités qui sont faites en jeunesse, il y a des trucs qui se font globalement comme ça, des problèmes qui se résolvent hyper facilement, qui se résolvent, bref, hyper facilement, parce qu'on est en jeunesse. J'ai pas de problème avec tout ça, c'est de la jeunesse quand même, tu vois, et ça reste de la jeunesse, mais il faut quand même que ce soit un minimum cohérent, et là, ça va un peu vite quand même, c'est un peu facile quand même, mais c'est chouette à lire. En gros, ici, on suit 3 jeunes filles. Donc il y a Amina, Emma et Noémie qui sont amies, qui ont, je sais pas, 11-12 ans, un truc comme ça, et qui au début du tome 1 découvrent qu'elles peuvent se métamorphoser en dragon. C'est vraiment hyper chouette, moi j'adore les dragons, et rien que ça, en fait, le moment où elles se transforment en dragon pour la première fois, on n'en fait pas des caisses, ça dure pas des plombes, elles ont 11 ans, elles découvrent qu'elles peuvent se transformer en dragon, bim, elles deviennent des dragons, elles trouvent ça hyper chouette, et c'est parti quoi. Vous voyez, il n'y a pas tout un truc hyper long sur mais pourquoi, mais comment, mais non, il n'y a pas tout ça. On est en jeunesse, il n'y a pas tout ça. Et moi je trouve ça hyper cool. Voilà, et donc ici on suit principalement Emma, le dragon d'argent. Dans le tome 1 on suivait principalement Amina, le dragon d'or. Et dans le tome 3 je suppose qu'on suivra principalement Noémie qui est le dragon arc-en-ciel. C'est vraiment hyper chouette. Et en gros ici, un petit peu comme dans le tome 1, la chef de la forêt qui s'appelle, je ne sais plus comment, mère quelque chose, fait appel aux 3 jeunes filles parce que la forêt est en danger et qu'il faut sauver la forêt et sauver plus précisément le monde entier. Voilà, et donc c'est ce que les 3 jeunes filles vont faire. Dans le tome 1 du coup c'était Amina qui menait la quête pour sauver le monde, et bien ici c'est Emma qui mène la quête pour sauver le monde. Et en fait le fait de changer de personnage ça apporte quelque chose parce que chaque jeune fille a sa vie, ses questionnements, ses... Vous voyez, son cerveau, enfin je sais pas comment expliquer, mais chaque jeune fille a sa personnalité propre et ses défauts, ses qualités, vous voyez ce que je veux dire. Et donc on aborde des thèmes différents de la préadolescence dans ce tome 2 que dans le tome 1. Dans le tome 1 on parlait du déménagement, de l'intégration parce que Amina venait de déménager. Ici on parle d'autres choses, mais du coup c'est assez cool. Alors ça reste quand même assez survolé, hein. On passe pas 1000 ans sur tous ces problèmes là entre guillemets, mais c'est quand même abordé, c'est quand même assez chouette. Et puis au cours de la quête, on aborde aussi d'autres questionnements et d'autres choses, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. C'est des petits livres qui font 111 pages, voilà. On a des petites illustrations comme ça, c'est assez chou, et aux en-têtes de chapitre, on a des espèces de couronnes. Mon seul regret, c'est que tout est en noir et blanc. J'aurais kiffé avoir des illustrations en couleur. Mais vraiment j'adore. J'ai l'impression que j'ai été particulièrement efficace pour cette update parce que le temps que j'ai mis à le tourner est à peu près équivalent aux autres updates que je tourne d'habitude, sauf que je me suis interrompue plusieurs fois pour tousser et j'ai recommencé plusieurs fois certaines phrases, donc logiquement après montage ça devrait donner un update plutôt court. C'est pas plus mal, donc j'espère qu'il vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.